Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, Félix Tshisekedi a tenu le tout premier conseil des ministres du gouvernement souminois ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit d'une réunion de prise de contact avec les membres du premier gouvernement de son dernier mandat. Dans l'actualité également, Martin Fayulu rejette la main tendue de Moïse Katumbi sur l'élaboration d'un règlement intérieur de l'opposition à suivre dans ce journal. C'est pour bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 230 km. Une séance de restitution des études de faisabilité a eu lieu jeudi à la Maison de France. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La Cour des comptes, siégeant en matière de discipline budgétaire et financière, a statué en audience publique au premier degré contradictoirement à l'égard du mis en cause Mulondani Biangoy ce vendredi. Toutes les exceptions soulevées par les mises en cause Mulondani ont été rejetées. Ce dernier est condamné à une amende de 25 millions de francs congolais. Après avoir déclaré coupable le comptable public principal, Iyombe Bosengele Johnny, la Cour des comptes s'est encore prononcée ce vendredi en matière de discipline budgétaire contre le comptable public principal des recettes de la ville-province de Kinshasa, Mulondani Biangoy Félicien, pour faute de gestion. C'était au cours de l'audience à laquelle a pris part le conseiller Maître Tondouangou Kongolo Gilbert, président des séances. Je suis profondément surpris par l'arrêt que vient de rendre la Cour des comptes, que je qualifie de monstre juridique, parce que c'est incompréhensible de condamner une personne qui n'est pas gestionnaire à une faute de gestion. Toutes les exceptions soulevées par les mises en cause ont été rejetées. Ainsi, M. Mulondani Biangoy Félicien a été déclaré coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles des exercices 2020, 2021 et 2022 à la Cour des comptes. M. Mulondani Biangoy Félicien, comptable public principal au code 0267, est déclaré coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement à la Cour des comptes ses comptabilités mensuelles des exercices 2020, 2021 et 2022. Ce dernier est donc condamné à une amende de 25 millions de francs congolais. Cet arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur les sites internet de la Cour des comptes. Conformément à la loi portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo, Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi a transmis à l'ECD, en date du 10 juin, une proposition des règlements intérieurs de l'opposition politique. Ce document a une fois de plus relevé des profondes dissensions avec les partis de Martin Fayulu qui continuent de contester la légitimité du cadre politique issu des élections de 2023. C'est une correspondance signée par le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, adressant directement à la formation politique de Martin Fayulu d'apporter sa contribution afin d'enrichir la proposition du dit règlement intérieur. Vous voudrez bien apporter vos éléments d'enrichissement et nous faire connaître pour centralisation vos amendements en vue de faciliter, avant la fin de la semaine en cours, l'organisation d'une réunion des concertations des représentants de tous les partis et regroupements politiques se réclamant de l'opposition pour avaliser la version finale à soumettre au vote des députés nationaux et sénateurs de l'opposition politique. Peut-on lire dans cette lettre ? Entre-temps, Martin Fayulu et sa formation politique rejettent radicalement cette proposition tout en rappelant à la famille politique de Moïse Katumbi sa position sur le processus électoral de 2023 dont ils ont toujours rejeté les résultats et exigé l'annulation. À part cela, d'après les camps Fayulu, pour leur part, ils maintiennent qu'il n'existe pas en République démocratique du Congo une majorité et une opposition légitime issues des élections crédibles, impartiales et apaisées conformément à la Constitution. Il leur semble donc inopportun de participer à l'élaboration d'un quelconque règlement intérieur sans un mécanisme consensuel préalable des corrections de l'imposture de la semaine du 20 au 27 décembre 2023.
À part cela, d'après le camp Fayulu, approuver cette proposition, c'est reconnaître la légitimité de Félix Tshisekedi, dont la réélection est contestée par toute l'opposition, mais aussi violer les lois du pays. C'est donc l'affaire à suivre dans les jours qui viennent. Après la nomination, l'investiture et les cérémonies des remises reprises entre l'actuelle première ministre Judith Suminwa et son prédécesseur Jean-Michel Samadou Kondé, ainsi qu'entre les différents ministres entrants et sortants, le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenu ce vendredi comme des coutumes le tout premier conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. 2 mois après sa nomination, Judith Suminwa peut enfin commencer le travail. Il est 11h, nous sommes à la cité de l'OUA. Les membres du gouvernement font leur entrée en vue de prendre part à la première réunion du Conseil des ministres du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. L'événement est voulu solennel et très sérieux. L'entrée des membres du gouvernement est passée au crible à travers une retransmission en direct sur la chaîne nationale. Si certains ministres sont des habitués de cet exercice, pour beaucoup, c'est une première, une vraie entrée en scène. C'est le cas de déjà célèbres Noïla Aegana Gato et Nathalie Aziza Mounana, respectivement ministre de la Jeunesse et ministre des Affaires sociales, qui ont été vus côte à côte. Mais aussi le ministre de la Justice Constant Moutamba et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, pour ne citer que ces derniers. Parmi ces nouvelles têtes qui prendront part à cette réunion figure également Anthony Kinzo, qui un peu plus tôt dans la journée était entré en fonction en tant que directeur de cabinet du chef de l'État en succédant à Guilain Nyembo, devenu vice-premier ministre, ministre du Plan. C'est à 14h que la première ministre fera son entrée et rejoindra les autres membres du gouvernement pour le début d'une réunion qui aura été moins longue que d'habitude. D'après la présidence de la République, l'objectif de ce premier conseil des ministres du gouvernement suminois était essentiellement une prise de contact entre le chef de l'État et cette nouvelle équipe de l'exécutif national. Félix Tshisekedi a donc pour cela prononcé son discours d'orientation aux membres du gouvernement qui en retour lui ont offert quelques présents à l'occasion de son anniversaire. Un jeudi, des remises reprises quelque peu mouvementées à certains endroits où des troubles ont été signalés, notamment au ministère des Finances avec des cas de banditisme urbain. Au ministère de l'EPST, par exemple, le confrère Joël Cadet s'est vu menacé par des personnes mal intentionnées. Les cérémonies des remises reprises ont vécu dans plusieurs ministères et le constat est diversement interprété. Si à la primature et dans certains ministères comme à la défense, les transports, affaires sociales et actions humanitaires, les choses se sont déroulées de manière élégante, sans accrochage majeur. Dans d'autres ministères, par contre, c'est les populismes, bagarres et injures. La cérémonie a pris d'autres tournures. Au ministère d'État de la Justice, Constant Moutamba est arrivé à son bureau avec un gros chien, laissant derrière lui la toile sur des spéculations et des rumeurs de tout genre. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'on a assisté au lynchage du journaliste Joël Cadet Ndanga, qui a failli lui laisser sa peau. Un acte condamné par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, et tous les journalistes qui se disent être solidaires avec Joël Cadet. Au ministère de l'Intérieur, la tension était perceptible, mais maîtrisée par les forces de l'ordre. Aux finances, ce sont les bagarres et les injures qui ont été signalés entre le soutien de Nicolas Kazadi et ceux de Doudou Fouamba, respectivement le sortant et l'entrant. Alors qu'ils sont tous issus d'une même famille politique, UDPS. Tous ceux du cabinet de Nicolas Kazadi sont mis dehors, ou presque, selon les communiqués qui circulent sur la toile. L'on assiste alors à un règlement des comptes ou guerre des palais. À la formation professionnelle, ce sont des pleurs des agents qui ont été constatés. Dans tout ça, le peuple congolais entend, voit, observe et attend son tour. Plusieurs actions sont à mettre à son actif alors qu'il vient de quitter les bâtiments de la territoriale en cédant son fauteuil à son successeur. Peter Kazadi s'en va avec le sentiment d'avoir rendu service à la nation, dont la loyauté au chef de l'État, qu'il a cependant remercié pour la confiance placée en lui. Tranquille, calme, le vice-premier ministre est désormais ministre honoraire de l'Intérieur.
sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde s'est montré plutôt légaliste en passant le bâton de commandement à son successeur, Jacquemain Chabani Lukoho. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu au sein du bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur. Celui que d'aucuns appellent l'homme des situations difficiles a réitéré toute sa loyauté et sa fidélité au président de la République en dépit de sa sortie du gouvernement. Quant à son bilan à la tête de ce grand ministère, Peter Kazadi Kankonde est revenu sur quelques grandes réalisations. C'est ainsi que tout au long de notre mandat, plusieurs actions ont été menées, à l'instar de l'organisation de la protection civile en République démocratique du Congo, 70 ans après, de la création d'un service public en charge de lutte contre les incendies et catastrophes, de la création d'un corps de sapeurs-pompiers, du lancement du processus de recrutement de 13 000 policiers, des avancées sur la signature des textes réglementaires se rapportant à la police nationale congolaise pour la période 2019-2022, de la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain, de la sécurisation des 9e geste de la francophonie et du processus électoral, de la codification et numérisation des règles coutumières de succession au pouvoir et l'établissement des arbres généalogiques des familles régnantes dans 5 entités de la province. À son successeur, le nouveau vice-premier ministre Jacquemain Chabani, il a promis de répondre rapidement à ses sollicitations pour l'intérêt de la République. Rendons-nous à présent au ministère des Affaires sociales pour boucler ce chapitre. Modeste Mutinga a passé la main à Aziza Mounana. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, la cérémonie des remises et reprises a vécu jeudi 13 juin 2024. Le ministre sortant, Modeste Mutinga, accueille sa remplaçante en toute convivialité et les procédures administratives accomplies. Après son installation, prise de parole, la toute première pour son Excellence Nathalie Aziza Mounana, qui a tenu de prime abord à souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. Une journée assez spéciale. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président de la République. Donc, je suis savant des Dieu d'abord. Pour la confiance lui témoignée, son Excellence Nathalie Aziza Mounana a tenu à remercier justement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la Première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Je suis là pour animer la vision du chef de l'État et voir les résultats. Notre Première ministre, quand vous la voyez parler, non, je n'ai pas de mots pour ça et je la remercie en passant de m'avoir fait confiance, le président de la République, notre Excellence, notre première ministre. Donc, elle sait que j'ai confiance, elle a confiance en moi, mais c'est le travail qui va déterminer la confiance qu'elle a en moi. Une bonne représentation des femmes dans le gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Il est donc impérieux d'obtenir des bons résultats, ce qui serait une meilleure façon de saluer la masculinité positive du chef de l'État. Nous aurons des situations humanitaires, ce sont les actions spontanées qu'on ne programme pas. Soyons efficaces pour que le président puisse dire « J'ai fait confiance à la femme congolaise, les résultats sont là ». J'insiste, mettons nos synergies ensemble pour les résultats, pour que le président de la République se dise « J'ai réussi la masculinité positive ». La vulgarisation de la stratégie nationale de la promotion des produits congolais, la protection des industries locales contre le doping, la modernisation de l'Office congolais des contrôles et équipements de laboratoire pour les contrôles rigoureux de la qualité de tout produit et marchandises à l'importation et l'exportation, ainsi que le renforcement de la diplomatie commerciale avec l'accompagnement des opérateurs économiques congolais, des bénéficiaires de la GOA et les marchés chinois. Voilà les grandes lignes de la feuille de route dévoilée ce jeudi à Kinshasa à la presse par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. C'était à l'issue de la cérémonie des remises-reprises avec son prédécesseur, Jean-Lucien Boussa. Avec un bilan élogieux à la tête du ministère de l'Industrie, devenu aujourd'hui l'un des méga portefeuilles en RDC, Julien Paluku Kaongia, nommé ministre du Commerce extérieur, a pris officiellement ses fonctions jeudi à Kinshasa et ce, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Jean-Lucien Boussa, sur qui il a jeté des fleurs. Très reconnaissant envers le président de la République Félix Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa pour la confiance placée
En sa modeste personne, le ministre Julien Paluku donne ici les grandes lignes des actions qu'il compte mener au ministère du Commerce extérieur qui constitue une continuité du ministère de l'Industrie. Nous allons devoir vulgariser la stratégie nationale de promotion des exportations parce que vous savez, ce ministère, c'est le levier de la croissance économique. Nous venons du ministère de l'Industrie où nous avons été à la base de grands programmes, notamment la politique industrielle et le plan directeur d'industrialisation. Et c'est donc ce ministère-là qui assure la production intérieure. Juste peu avant, le ministre Julien Paluku a procédé à la remise et reprise avec son successeur au ministère de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum, à qui il a souhaité un fructueux mandat. L'ancien ministre de l'Industrie revient ici sur certaines de ses réalisations phares. Quelques zones qui sont déjà en chantier. La première zone, le pilote, c'est la zone de Maluku. La deuxième zone, ça s'appelle Kinmalebo. Le grand projet qui tient à cœur le président de la République, c'est celui de la chaîne de valeur des batteries électriques. Julien Paluku quitte le ministère de l'Industrie avec le sentiment d'un travail bien accompli pour l'intérêt de la République. Au ministère de l'Emploi et du Travail, Claudine Doussi a laissé officiellement son fauteuil à son successeur, Ephraim Akwakwa. Le nouveau patron de l'Emploi et du Travail promet l'amélioration des conditions de travail et l'atteinte des objectifs assignés à la matérialisation du travail décent en République démocratique du Congo. Après l'investiture par l'Assemblée nationale du gouvernement Judith Suminwa, le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 13 juin 2024. C'était au cours d'une cérémonie de remise-reprise qui s'est déroulée au cabinet du dit ministère, situé au 8e étage de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Hugo Mwanza, de ses proches, de quelques membres du cabinet sortant et dirigeants des établissements publics placés sous sa tutelle. Après la signature du procès-verbal de remise-reprise et l'échange des signataires, la ministre sortante Claudine Doussi a vivement félicité son successeur avant de lui expliquer l'évolution positive de la réforme de l'inspection du travail en dépit du dossier en cours lié à la prise en charge par le gouvernement des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des agents administratifs. Pour sa part, le nouveau patron de l'emploi et du travail a placé son mandat sous le signe de la mise en œuvre des objectifs assignés à ce ministère comme présenté dans le discours-programme du gouvernement, dont la création des emplois, l'amélioration des conditions de travail et l'atteinte des objectifs assignés à la matérialisation du travail décent en RDC. Il a par ailleurs réitéré ses profonds remerciements à l'endroit du chef de l'État et de la première ministre pour le choix porté sur sa modeste personne avant d'exprimer sa reconnaissance et sa loyauté au professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de son regroupement politique AFDCA. Et à la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabenga a cédé sa place à Marc Kila Likombo. Les deux personnalités ont eu une discussion à huis clos avant de rejoindre l'assistance dans la salle des réunions du premier niveau de l'immeuble Kassai, où, sous la supervision du secrétaire général Aïe, il a été procédé à la lecture et la signature des procès-verbaux et à l'échange des signataires. Dans son allocution, Antoinette Kipoulou a félicité le ministre entrant pour sa nomination avant de l'inviter à consolider les acquis. Ayant pris la parole, Marc Ekila s'est dit heureux de poursuivre les chantiers hérités dans les secteurs de la formation professionnelle, tout en reconnaissant le travail abattu par son prédécesseur qui, partout, à l'exemple lors de conseils de ministres, n'a cessé de plaider en faveur de ce ministère. Le nouveau ministre de la formation professionnelle a souligné les grandes lignes de l'action qu'il attend dans ce secteur, tout en exhortant les membres de son cabinet qu'il a trouvé de rester chacun à son poste et privilégier l'intérêt du pays. Il a également fait appel aux différents responsables de l'administration de ce nouveau portefeuille de travailler dans l'unité en privilégiant également l'intérêt du pays.
C'est en début de soirée, ce jeudi 13 juin, que le tour était venu pour Marquet Kila, ministre sortant des Transports, voies de communication et désenclavement, de céder son fauteuil, désormais une vice-primature, avec comme nouveau locataire le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, venu fraîchement de la Défense nationale. Au cours d'une cérémonie, en présence de la vice-ministre sortante Sérafine Kiloubou, sous la supervision de Jean-Marie Abolia, secrétaire général au transport, ainsi que le membre de cabinet sortant, les deux personnalités ont d'abord eu un tête-à-tête à huis clos, puis se sont dirigées dans la salle de réunion où elles ont signé le procès-verbal de remise et reprise après la lecture de l'ordonnance de nomination. Le ministère des Transports, comme j'aime le dire, c'est 8 ministères dans un ministère. Parce que vous avez 8 sous-secteurs. Et chaque sous-secteur, je vous rassure, correspond à un ministère entier. Séance tenante, le portrait du nouveau patron du secteur des transports imprimé déjà lui a été présenté, un cadeau qui ne pouvait que ressortir un grand sourire à son bénéficiaire. Après une passation officielle de pouvoir, la remise des attributs ainsi que la prise de possession de ses nouveaux bureaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a immortalisé cet événement par une photo de famille qui restera à jamais posée sur le mur de ce ministère. Après 3 ans de travail accompli au ministère des Transports, de vice-ministre à ministre ad intérim, puis titulaire, Marquet Kila, désormais ministre de la formation professionnelle, a quitté la tête haute, l'hôtel du gouvernement, pour des nouveaux challenges au service de la nation. C'est pour bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km. Grâce à l'enveloppe issue des accords et négociés avec la Chine, le gouvernement a décidé d'asphalter cet axe qui non seulement va désenclaver tout l'espace Grand Kasaï, mais réduira la dépendance vers le sud. Une séance de restitution des études de faisabilité a eu lieu jeudi à la Maison de France et a réuni autour d'une table les ministres des ITPR, les acteurs politiques de l'espace Grand Kasaï, la société civile, les BCECO et les entreprises mises à contribution. Le coût global est de 300 millions de dollars et les travaux vont durer 3 ans. Les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji dans les Kasaï centrales vont enfin connaître un vrai coup d'accélérateur. Grâce à l'enveloppe obtenue sur les accords renégociés avec la Chine, le gouvernement congolais a décidé de l'asphaltage de tous les 230 km de cet axe d'une importance capitale. Les études de faisabilité menées et terminées, toutes les parties concernées se sont retrouvées ce jeudi 13 juin à Kinshasa pour un suivi succinct de ces grands projets qui va désenclaver à coup sûr tout l'espace Grand Kasaï. Il s'agit du ministère des ITPR, des acteurs politiques du Kasaï central, de la société civile dans sa globalité sur initiative du Bureau central de coordination BCECO. Pour le ministre Alexis Guizaro, il est d'abord question de s'approprier ces projets. Nous pensons que c'est ainsi que les choses devaient se faire. L'objectif de cet atelier est l'appropriation de ce projet, le projet Kananga-Kalambambouji, qui, comme vous le savez, a comme objectif de désenclaver l'espace Kasaï. Amorcer les travaux sur cet axe devra être une aubaine pour les opérateurs économiques du Kasaï central. Les opérateurs économiques pourront profiter de flux financiers qui vont être générés par cette route afin d'être compétitifs et aussi de pouvoir vendre à l'extérieur. Les travaux prendront 3 ans pour un coût global de 300 millions de dollars. Dans le cadre de l'investiture du gouvernement Judith Souminois, le maire de la ville de Kikwit dans les Kwilu, à Benguiam, avec plusieurs militants et cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Fédération Kikwit, ont réitéré leur soutien indéfectible au président de la République ainsi qu'à la première ministre et toute son équipe. En présence du maire des Kikwit à Benguiama, les militants et cadres de l'UDPS Fédération Kikwit se sont exprimés ce jeudi 13 juin 2024 sur l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale et sur le choix du président de la République, Félix Tshisekedi, porté sur cette nouvelle équipe gouvernementale. Dans leur déclaration, ils félicitent le chef de l'État tout en réitérant leur soutien indéfectible à la candidature de Abenguiama au poste de gouverneur de la province du Kwilu. La fédération de l'UDPS Tshisekedi Kikwit félicite chaleureusement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, qui a jeté son révolu sur cette digne fille nommée première ministre, chef du gouvernement. Ce qui est une grande première
dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous nous engageons dans ce tous azimuts afin d'étouffer dans l'œuf la moindre escarmouche de déstabilisation du pouvoir d'où qu'elle vienne. C'est dans cet ordre d'idée que nous réitérons notre soutien à la candidature de M. Abendiama Kachaka comme gouverneur de la province de... Il faut noter que parmi les priorités du programme gouvernemental de la Première ministre, que ces militants et cadres de l'UDPS Fédération Kikwit soutiennent, se résument sur les 6 engagements du président de la République Félix Tshisekedi, tels que la création des emplois, la protection du pouvoir d'achat des ménages, en stabilisant les taux d'échange, la sécurité des populations et de leurs biens, la poursuite de la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux des bases, le renforcement de l'efficacité des services publics. Et puis, les regroupements politiques Agissons et Bâtissons a adressé un message de félicitations au nouveau directeur des cabinets du chef de l'État. Suivez. Message de félicitations adressé à M. Antonin Guizot, directeur de cabinet du chef de l'État. M. Antonin Guizot, c'est avec une grande satisfaction que j'ai appris ce mercredi 13 juin 2024 par la voie des ondes votre nomination en qualité de nouveau directeur de cabinet de son Excellence, M. le Président de la République. Votre désignation à ces postes est un choix judicieux opéré par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pioché une personne compétente et des probités morales irréprochables. Pour avoir suivi personnellement votre parcours depuis plusieurs années à différents postes que vous avez occupés, je n'ai aucun doute sur le fait que votre présence aux côtés du chef de l'État soit d'un grand apport dans le bon fonctionnement de cette institution. Je vous assure que tout mon soutien et mon accompagnement dans l'exercice de vos fonctions qui consistent essentiellement à aider les chefs de l'État à atteindre ses objectifs de développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu vous accorde ses grâces et son énergie pour que cette confiance placée en vous par la haute autorité du pays puisse porter ses fruits. Kinshasa, le 13 juin 2024, honorable Dani Banzamaloba. Parlant de la microfinance en République démocratique du Congo, la société anonyme Fonds pour l'inclusion financière a conclu un partenariat des prêts avec l'institution microfinance dans le but d'accroître le portefeuille de cette dernière. C'est une cérémonie sobre mais importante pour les 2 institutions financières, Fonds pour l'inclusion financière SA et l'institution des microfinances Procfin SA, qui ont signé un partenariat de prêts portant sur le financement en dette senior et en dette subordonnée en faveur de l'IMF Procfin SA pour une maturité de 3 ans avec comme objectif le financement de la croissance du portefeuille des crédits aux micro, petites et moyennes entreprises à moyen et à long terme. Le fonds vient apporter 2 choses essentielles. Comme il a été souligné, c'est divisé en 2. Il y a le prêt senior et le prêt subordonné. Donc le prêt senior, c'est essentiellement pour accroître notre capacité d'accompagner les MPME dans leurs activités, renforcer le taux d'inclusion financière. L'IMF Procfin SA est une institution de microfinance qui a pour mission de répondre aux besoins des personnes à faible revenu, en encourageant la culture de l'épargne et est une satisfaction pour les directeurs généraux de cette institution. L'emprunt subordonné, comme il a été signalé également, selon l'instruction 002 de la Banque centrale, vient renforcer le fonds propre complémentaire. Donc ça améliore notre solvabilité, ça nous donne la capacité, même selon les normes de la Banque centrale, de pouvoir nous ouvrir davantage par rapport à notre stratégie développementale. Ce partenariat a pour objectif de renforcer le niveau de solvabilité de l'IMF Procfin SA et favoriser l'accélération de sa croissance par les financements des entrepreneurs. Clôture à Lubumbashi des échanges sur la divulgation des dépenses quasi-budgétaires par les entreprises publiques extractives. Les participants sont venus des 4 coins de la République démocratique du Congo. Jean-Jacques Kaembe, coordonnateur national des litiers, a donné le go des exposés. 2 jours durant, les participants venus des 4 coins de la RDC ont réfléchi sur la divulgation des dépenses quasi-budgétaires
par les entreprises publiques extractives, précise le coordonnateur national de l'UTUE RDC, Initiative pour la transparence des industries extractives, Jean-Jacques Kayembe. Nous sommes venus pour faire des échanges avec les entreprises du portefeuille de l'État et toutes les administrations qui travaillent autour de ces entreprises du portefeuille afin de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer la transparence et la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. Comme vous le savez, l'exigence 6.2 de la norme ITE voudrait que les entreprises du portefeuille de l'État fassent des déclarations de toutes les sommes d'argent qu'elles dépensent pour le compte de l'État, que ce soit sur le plan social ou le plan des infrastructures. Alors nous sommes en train de réfléchir, d'abord dans le contexte de la RDC, quelle est la définition que l'on donnerait à la dépense quasi budgétaire que nous appelons la dépense quasi fiscale. Et dès qu'on va définir cela, nous allons établir quels sont les flux financiers qui partent dans ces dépenses-là, afin que nous puissions établir de manière transparente quels sont les flux qui partent de l'entreprise vers l'État ou les flux qui viennent de l'État vers les entreprises. Les participants, pour la plupart membres de la société civile et représentants des entreprises du portefeuille, éclatés en commission les jours des clôtures, ont apporté chacun un plus pour que les entreprises et les parties prenantes puissent avoir des discussions sérieuses afin de dégager une définition à appliquer et à monitorer toutes les entreprises du portefeuille en fonction des dépenses qui sont faites pour les comptes de l'État congolais. Ces travaux ont été organisés par le secrétariat technique de l'UTIE RDC avec le soutien financier de la Banque mondiale via les COREF. En marge de la DRC Mining Week, le gouverneur du Haut-Katanga a accordé une série d'audiences à plusieurs diplomates et à quelques chefs d'entreprise, l'ambassadeur du Congo au Japon, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, les DG de la Robank, celui de la Sophie Bank et des Standard Bank, tous venus avec des projets de partenariat. Le gouverneur Jacques Abouala-Katoué, l'ambassadeur congolais au Japon, Lukumwena Senda, souhaite que la province du Haut-Katanga travaille en partenariat avec la préfecture d'Osaka au Japon afin de permettre aux entrepreneurs haut-katangais et japonais d'échanger des technologies et connaissances dans les secteurs miniers et agricoles et tant d'autres. Les technologies japonaises peuvent arriver pour ce travail et vice-versa. Donc on crée des partenariats entre les entrepreneurs congolais et les entrepreneurs japonais. L'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli, a présenté la délégation d'industriels venus participer à la DRC Mining Week. Et donc, j'ai présenté brièvement au gouverneur la délégation industrielle que j'ai amenée ici pour participer à la semaine minière. Et donc, j'espère qu'on va travailler beaucoup ensemble pour le bien-être du pays. Féliciter le gouverneur pour sa réélection, c'est la raison qui a amené l'administrateur directeur général de Sophie Bank, Harry Johan Wezen, auprès de l'autorité provinciale Jacques Abouala-Katoué. Monsieur le gouverneur vient d'être brillamment réélu pour un deuxième mandat. Je tenais à venir le féliciter. Nous sommes à Lumumbashi pour la Mining Week. Nous sommes une banque présente à Lumumbashi et dans le Haut-Katanga. Les mêmes félicitations au gouverneur Jacques Abouala-Katoué. Il les a reçues de Mustapha Rouji, directeur général de la Robank. Le territoire de Nyiragongo précisément, dont la chefferie de Bokoumou, la famille régnante du grand chef coutumier Mwami Kayembeka Bungunda Paul, ainsi que les gardiens de coutume tendent la main au nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Dans un message, cette famille sollicite l'implication de Jacquemaine Chabani pour en finir une fois pour toutes. Nous, les membres de la famille régnante du grand chef coutumier Mwami Kayembeka Bugunda Paul et le gardien des coutumes de la chefferie de Bokoumou en territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, avons été indignés de constater que depuis le 29 mars 2016, nous avons été écartés injustement de notre propre pouvoir au travers de la suspension à la même date de notre chef Sa Majesté le Mwami Boutiti Kayembe Bigirwa Jean Bosco par le gouverneur provincial de l'époque. Notre déception fut de constater que le gouverneur militaire de l'époque, en complicité avec la CRCC,
substitué en famille régnante, a procédé en date du 1er juillet 2022 à l'installation à la tête de notre chefferie d'une personne sans qualité ni droit, en violation de notre coutume et des lois de la RDC en la matière. Nous mettons en garde l'usurpateur qui s'évertue actuellement à contacter certains membres de la famille en vue de l'accompagner à blanchir son forfait à l'aide des documents antidatés. Nous nous remettons à la disposition du nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, que nous félicitons par cette même occasion et lui prions de finir une fois pour toutes ces problèmes qui n'a que trop duré en réhabilitant notre chef légitime, Sa Majesté, le Mwami Boutiti Kahembe Bigirwa Jean Bosco da Sef. Le clip de la chanson sur les pratiques familiales essentielles a été présenté en Mbandaka devant la presse. Les jeunes Ureport des différents comités des proximités de la communauté Ureport de Mbandaka, c'est la division provinciale de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté en partenariat avec la communauté Ureport de Mbandaka qui ont organisé cette activité riche en couleurs avec l'appui financier de l'UNICEF. Dans ce mot, Jean Bakandi, chef division provinciale de la communication, qui a présidé cette activité, a expliqué à la presse l'importance de cette chanson, œuvre de l'artiste et musicien influenceur Urported, bébé Isaac Bionda et toute la communauté d'Mbandaka. Jean Bakandi a demandé à la presse de faire la promotion de cette chanson permettant de sensibiliser les auditeurs sur les pratiques familiales essentielles. Isidore Kila, point focal de la division provinciale de la jeunesse pour l'UNICEF, bureau terrain Équateur, s'est focalisé sur les détails des messages contenus dans les clips, entre autres l'importance d'un allaitement maternel exclusif, les respects du suivi des calendriers vaccinaux dès l'enfant dès la naissance jusqu'à 15 mois. Dormir toute la nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, les lavages corrects des mains, l'enregistrement des naissances à l'état civil des 0 en 90 jours, pour ne citer que ceux-là. Idriss Kapula, coordonnateur Urported, Équateur est revenu sur les rôles que jouent les jeunes Urported dans les cadres d'engagement communautaire. Les échanges qu'il a conduits lors des projections du clip ont été directement répondus par l'influenceur Urported Isaac Bionda de l'orchestre 4x4 Bonioma et président du comité des proximités Mama Balako 3. On va suivre à présent les programmes des obsèques du pasteur Baruti Kasongo Léonard, décédé le samedi 1er juin de suite d'une courte maladie. Il a été dévoilé ce vendredi par les comités organisateurs des funérailles. Nous lançons ce jour les activités liées à ces obsèques. 1. Un livre de condoléances est ouvert à l'église Baruti Tabernacle, 6 avenue Paroisse, quartier Rigini, commune de Lemba, et à sa résidence. Les condoléances peuvent également être transmises par les différentes plateformes numériques mises en place à cette fin et dans le but de véhiculer les informations officielles relatives aux obsèques. Il s'agit du compte TikTok, de la chaîne YouTube et de la page Facebook Pasteur Baruti Ministries, du compte X @Baruti Kasongo et du compte Instagram Pasteur Baruti Ministries en minuscule, en un seul mot. L'épouse du défunt et les membres de la famille arrivent à Kinshasa lundi le 17 juin 2024. La dépouille mortelle atterrit à Kinshasa par l'aéroport international de Njili le mercredi 19 et sera directement placée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 5. Après la prise de disposition finale les jeudis 20 et le vendredi 21 juin, la dépouille mortelle sera exposée au stade Tata Raphaël le samedi 22 juin. S'en suivra la veillée mortuaire de la nuit du samedi et du dimanche, toujours au stade Tata Raphaël, et laissera la place aux funérailles officielles le dimanche 23 juin. Avant la mise en terre, le même jour, au mausolée construit à son honneur,
dans la commune de Lansele. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi a tenu le tout premier conseil des ministres du gouvernement souminois ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit d'une réunion des prises de contact avec les membres du premier gouvernement de son dernier mandat. L'actualité, c'est aussi Martin Fayulu qui rejette la main tendue de Moïse Katumbi sur l'élaboration d'un règlement intérieur de l'opposition. C'est pour bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km. Une séance de restitution des études de faisabilité a eu lieu jeudi à la Maison de France. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Message de félicitations du Fonds minier pour les générations futures FOMINE à leurs excellences Kizito Kapinga Mouloumé, ministre des Mines, et Motemona Godard, vice-ministre des Mines. Excellences, messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous vous adressons le présent message de félicitations suite à vos nominations respectivement au poste de ministre et vice-ministre des Mines de la République démocratique du Congo. Ces nominations, par son Excellence Monsieur le Président de la République, sur proposition de Madame le Premier ministre, témoignent de vos compétences et capacités à relever les défis du secteur minier et le Fonds minier pour les générations futures, FOMINE, en sigle, qui est déterminé sous votre houlette à garantir l'avenir des générations futures par la réalisation de sa mission. Tout en vous souhaitant plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, nous vous prions d'agréer, Excellences Messieurs les ministres des Mines et vice-ministres des Mines, l'expression de notre considération distinguée. Kinshasa, 12 juin 2024, directeur général ad interim, Paul Biadelopo, président du conseil d'administration, Léon Moubikai Moubalamate.